ADN TV, la plateforme streaming dédiée aux sciences et connaissances du bien-être, présente Les Petites Histoires. Un podcast de récits qui vous font voyager au-delà des limites de la conscience. Épisode 1. La fabuleuse rencontre du peuple des Arhuacos. Alors j'ai su que j'allais découvrir et rencontrer les Arhuacos lors d'un appel d'une personne avec qui j'ai été mis en contact, d'un anthropologue, psychologue, coach, master coach d'un institut luxembourgeois qui un jour m'appelle et me dit qu'il venait en Colombie visiter les Arhuacos, qui sont une communauté indigène de la Sierra Nevada. Il y a 4 communautés différentes. Les Kogi, les Arhuacos et 2 autres. Et les Arhuacos est une communauté qui vit encore comme ils vivaient depuis plusieurs milliers d'années. Laurent Geller est kinésiologue, praticien en soins quantiques et fondateur de Tatua Médecine, un centre de médecine intégrative en Colombie consacré au lien entre savoirs ancestraux et savoirs dits modernes. Il nous raconte ici sa rencontre singulière avec ce peuple indigène colombien vivant perché dans les montagnes de la Sierra Nevada, au cœur de la forêt, les Arhuacos. Moi, ce jour-là, au téléphone, je dis « Ben non, moi je viens avec toi voir les Arhuacos », qui était un de mes rêves, vraiment de pouvoir passer du temps avec eux. Et cette personne me dit « Ok, alors on arrive cette date-là, tu prends un billet, tu arrives à cet endroit-là et tu es le bienvenu. » Et là, j'ai compris que j'allais les rencontrer. Donc à l'époque où se déroulent les faits, j'étais en Colombie, à Cali, où j'ai mon centre de médecine intégrative et mon laboratoire. Et d'ailleurs, il y a un des produits qu'on fabrique qui est issu des savoirs ancestraux de la communauté indigène Arhuacos. Et donc, je me rappelle très bien, j'ai rencontré ces personnes avec qui j'avais été mis en contact à l'aéroport de Valledupar. Et là, sont venus nous chercher 2 personnes avec 2 gros 4x4 qui étaient habillés comme nous, normal, en jean, casquette, t-shirt. Et donc, ils nous ont amenés dans un lieu, une sorte de finca. On appelle ça une finca, c'est une sorte de ferme dans la nature où on allait manger ensemble. Et ces personnes ont mangé avec nous. Elles n'ont pas parlé de tout le repas et ensuite elles sont parties. Et elles nous ont dit... on va parler ce soir avec les Mamos. Les Mamos sont les guides spirituels de la communauté et on vous dira demain si les esprits vous acceptent ou pas. Et là, on a compris qu'on était avec les leaders de la communauté qui nous avaient juste observé et regardé comment on se comportait pour voir si on était digne de les rencontrer. Il faut savoir que ce sont des communautés très réservées. De manière générale, réussir à rentrer en contact avec une communauté, c'est pas facile. Et donc, ça faisait partie de leur processus d'évaluation, de voir si on n'était pas de mauvaises personnes, si notre intention n'était pas dommageable pour leur communauté. Et donc, ils avaient ce filtre-là qui leur a permis de nous évaluer et de nous... appeler le lendemain matin, et de nous dire « Vous êtes reçus, vous pouvez monter, on vient vous chercher ». Donc les Arhuacos est une communauté indigène qui vit en autarcie dans la Sierra Nevada. La Sierra Nevada, c'est une région montagneuse qui arrive jusqu'à l'océan, jusque dans les Caraïbes. Et donc ils ont décidé de vivre et de continuer à vivre selon leurs traditions qu'ils perdurent depuis des milliers d'années, puisqu'ils ont aussi survécu à l'invasion des conquistadors en se retirant partiellement dans les montagnes. Et c'est ce qui fait qu'ils sont très difficiles d'accès, parce qu'à travers leur savoir, à travers leur relation avec la nature, la montagne, les éléments, ils ont toute une philosophie, une éthique de vie qui leur a permis de perdurer, de continuer à se nourrir dans le respect de la nature et à vivre dans cette interaction et cet équilibre entre leurs us et coutumes et les besoins de la nature. Donc ce jour-là, les 2 leaders de la communauté sont venus nous chercher avec leurs vêtements traditionnels. Donc une coiffe blanche, un vêtement blanc, ils ont comme une sorte de fruit qu'ils consomment avec eux, enfin
tous leurs éléments qui permettaient de les identifier comme Arhuacos. Et on a fait le trajet ensemble. C'était un trajet qui était assez long de 4h30 plus ou moins en voiture dans des zones vraiment inhabitables et difficiles d'accès. Et lorsqu'on est arrivé en haut, notre objectif à nous, c'était vraiment d'évaluer leur système éducatif et leur fonctionnement pour pouvoir le répliquer au niveau des écoles, au niveau de communautés, parce qu'on s'est dit, s'ils ont perduré aussi longtemps et ils continuent à utiliser leurs coutumes, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de leur système qui doit être vraiment très intéressant, et personne ne l'a jamais vraiment fait jusqu'à là. Et donc, quand on est arrivé tout en haut, à un moment, je me rappelle très bien, on était en 2 jeeps, on passe un portail, on monte, on arrive en haut, et au loin, on voit les militaires, et donc là, on se dit déjà, est-ce que c'est les militaires ou les paramilitaires ? On ne sait pas trop. Et les voitures, les 2 leaders se font des signes et les voitures se séparent. Et donc là, première surprise, on arrive au village, on comprend qu'en fait, on n'était pas venu pour ce qu'on voulait faire, puisque un des leaders, qui s'appelle William Seinawinka, me dit « Ce soir, vous resterez ici, parce qu'ici, on peut vous protéger. » Et donc là, je me suis dit « Oups, on est venu pour quelque chose d'autre, monnaie d'échange ou je ne sais pas quoi. » Et le lendemain, en se rendant sur le site sacré où se trouvent les mamos, on a été invités, et il faut quand même comprendre que c'est quelque chose de très particulier. Moi, petit homme blanc, pouvoir accéder à un endroit où vraiment coupé du monde et où pratiquement aucun blanc ne vont, ça a été merveilleux. On est rentré, on a dû enlever nos chaussures. Moi, j'étais déjà à pieds nus depuis un moment parce que je voulais me connecter à cette terre. Les autres ont enlevé leurs chaussures. On est rentré dans leur territoire sacré avec un temple pour les hommes, un temple pour les femmes et un cercle délimité avec des pierres dans lequel on n'a pas pu rentrer, en tout cas le premier jour. Et là, je me rappelle très bien, les mamos, qui sont les guides spirituels, étaient au nombre de 5. Donc, ils sont numérotés, le premier, le deuxième, le troisième, par ordre d'importance. Et donc, le premier commence à nous parler dans sa langue. Et c'est traduit par William Seinawinka, qui nous explique qu'ils sont en train de vivre un conflit et qu'ils comprennent très bien qu'on est venu ici pour faire un travail anthroposophique, un travail d'étude, mais que ce travail se fera plus tard et que d'abord, il y a des choses à résoudre. Très intéressant de fil en aiguille, le mamo dit mais on va quand même faire le travail ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on sépare les groupes en 2. Et il y a une partie qui va à la rencontre des indigènes et l'autre qui continue le travail. Et là, la personne qui est devenue mon ami, qui leadait en fait toute l'expédition, me regarde et me dit Laurent et Mauricio, vous descendez, vous allez à la rencontre des indigènes. Je me suis dit bon, bah, c'est cool. Et le leader nous regarde et nous dit bah, c'est facile, tu vas tout droit, tu marches tout droit pendant 20 minutes, 30 minutes et tu verras à l'orée, il y a quelqu'un qui t'attend. Bon, ça paraît simple, mais quand on est perdu, on peut se poser certaines questions. On l'a fait, cela dit, et c'est vrai qu'effectivement, après peut-être 15-20 minutes, on voit deux Arhuacos sur le bord de la route qui nous reçoivent. Donc on les suit à l'intérieur de la forêt. Et là, surprise, il devait y avoir au moins entre 400 et 500 indigènes qui nous attendaient. Et on s'est vite fait encercler, mais de manière tout à fait pacifique. Donc les 2 petits blancs qui étaient là-bas, Mauricio et moi-même, on s'est fait encercler. Ils ont commencé à nous raconter leurs problématiques et leurs difficultés et pourquoi ils nous avaient amenés ici. Ils avaient besoin en fait de notre aide pour parler aux instances, au gouvernement, des conflits internes qu'ils étaient en train de vivre, puisqu'il y avait eu pas mal de problématiques qui mettaient en péril en fait tout leur système basé sur leurs savoirs ancestraux. Et donc cette conversation, moi je me rappelle très bien, j'ai pris mon téléphone parce que du coup on n'avait pas tout le matériel caméra que les autres avaient. J'ai pris mon téléphone, j'avais un sorte de tripode plus ou moins, mais que je tenais à la main pour filmer. Et cette rencontre a duré 4h30. Donc j'ai 4h30 de vidéo. On a commencé, ça devait être 2h de l'après-midi, on a fini vers 7h. Et il n'y avait plus de lumière, on était dans l'obscurité. Et là, on a compris vraiment toute la détresse de ce peuple, mais qui est resté très calme. On a compris qu'ils étaient en voie d'extinction. On a compris que vraiment pour eux, c'était une question de vie ou de mort. Quand ils nous ont dit « on a résisté aux conquistadors, mais cette fois, on ne pense pas qu'on va perdurer et résister ». Et quand on a compris toutes les difficultés et les atrocités qu'ils étaient en train de vivre, et ben là, ça nous a un petit peu attristés.
de se rendre compte que cette persécution des savoirs ancestraux, des us et coutumes ancestrales était vraiment quelque chose de dirigé et d'intentionnel, puisque finalement ils sont sur leur petite montagne, ils ne dérangent personne. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi on était là à les embêter, à vouloir les annihiler ou les faire disparaître. Et donc en échangeant avec eux, on a terminé la conversation et je me rappelle très bien, on n'avait pas mangé depuis 8h du matin. C'était 8h, 9h le soir, on est rentré au village, donc 3000 mètres d'altitude, pas d'électricité, pas de courant, pas de wifi, pas de rien du tout, hein, donc génial. On a mangé quelque chose et on allait se coucher sous 18 couvertures parce qu'on avait très froid, mais c'était merveilleux. Et le lendemain matin, on est retourné chez les Mamo, puisque les Mamo nous ont appelés de nouveau, ils ont voulu nous rencontrer. Et donc on a continué les conversations, on a regardé, on a fait des cérémonies spirituelles avec eux qui étaient juste incroyables. D'ailleurs, je me rappelle très bien, il y a une cérémonie où le leader traduit forcément, et les Mamos nous disent demandez quelque chose, vous êtes ici, c'est pas pour rien que vous êtes ici, donc demandez quelque chose. Mais ne demandez pas pour nous, parce que nous on est éphémères, on va disparaître. Et peut-être qu'on va perdurer, mais moi comme individu et mes camarades ici comme individus vont disparaître. Demandez pour la nature, parce que le fleuve que vous voyez ici, nous on en bénéficie, mais il apporte de l'eau aussi en aval. Et donc c'est notre devoir de faire en sorte de préserver vraiment toute cette nature et tous ces savoirs pour que les gens en bas reçoivent quelque chose de qualité. Et donc ça a été vraiment riche d'enseignements, on a eu beaucoup d'histoires, ces communautés racontent beaucoup de savoirs, transmettent beaucoup de savoirs à travers des contes et des histoires qui nous font comprendre, qui nous font prendre conscience que finalement, nous ne sommes que des êtres humains, mais on a un impact aussi bien négatif ou positif en fonction de ce qu'on choisit sur le cercle proximal non seulement, mais aussi sur le monde qui nous entoure et sur la Terre. Et c'est en travaillant sur nous, à l'intérieur, qu'on pourra avoir cet impact sur la planète. Et c'était vraiment ça le message, hein. C'était travailler sur vous. Ne vous préoccupez pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Et d'ailleurs, il y avait quelque chose que j'ai envie de partager, qui était vraiment très merveilleux, où il nous disait, quand nous, on a un problème, William, le leader, prend une feuille, et en fait, il l'inverse. Donc, c'est un cercle inversé. Donc, la partie extérieure passe à l'intérieur à un moment, puisqu'il y a une torsion qui est faite sur la feuille, une feuille d'un arbre. Et il nous dit, bah voilà, ça c'est nous, comment on résout un problème. Quand il y a un problème à l'extérieur, on va à l'intérieur, on regarde où c'est que ça fait résonance, on le résout, et tant qu'on ne l'a pas résolu, on ne va pas regarder à l'extérieur. On ne s'occupe plus de l'extérieur. Et donc c'est leur manière de résoudre les problèmes qui est vraiment magnifique. C'est vraiment ce que je vois à l'extérieur n'est qu'une résonance de ce qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui est déjà passé et qui est à l'intérieur de moi et que je dois résoudre, sinon ça va repasser à nouveau. Et c'était une des enseignances qu'on a eues parmi les nombreuses enseignances qui étaient juste magnifiques. Donc lors d'une cérémonie, on s'est fait passer un fil de laine dans la main gauche. Et donc on a dû garder ce fil durant toute la journée pour le rendre le jour d'après aux Mamos. Et en fait, ça fait partie un peu de la culture des Mamos. Donc les femmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles tissent des sacoches. Et en tissant les sacoches, leur pensée et leur mental va s'imprégner au niveau de la sacoche. Et quand elles finissent leur sacoche, elles donnent ces sacoches aux Mamos qui, à l'aide des esprits, vont se consulter avec les esprits et vont regarder s'il y a du travail à faire, s'il y a des pensées répétitives, toxiques, s'il y a des éléments à transformer. De la même façon, les hommes consomment une sorte de citrouille, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas une citrouille, j'ai perdu le nom, où il y a de la coca à l'intérieur, des feuilles de coca, ils vont consommer ça. Et en fait, quand ils consomment ça, ils mettent leur pensée à l'intérieur et quand ils ont terminé le fruit, ils le donnent aux Mamos qui observent et qui analysent quelles ont été les pensées et quel est le travail que doit faire la personne pour évoluer sur son chemin de vie. Et donc de la même façon, quand nous on est arrivés, on nous a donné des petits fils dans la main pour enregistrer nos pensées et pour créer un compromis fort avec ces communautés par rapport à tout ce qu'on disait. Je me rappelle très bien, le Mamo nous a regardé dans les yeux, il a dit « Attention, tout ce que vous dites là, c'est enregistré, donc après il faudra être cohérent avec ce que vous avez dit, parce que sinon vous allez avoir un problème. » Et donc le jour d'après, on a rendu ce fil et c'était merveilleux parce que c'est vraiment une connexion forte
avec soi-même, c'est prendre soin de ses pensées, c'est s'observer sans essayer de contrôler, mais c'est de se rendre compte que le mot, la parole sont importants et sont les véhicules de ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, on peut très bien faire du mal à quelqu'un juste avec des paroles et on peut très bien faire du bien à quelqu'un d'autre avec d'autres paroles. Donc effectivement, il y a une volonté de nuire à la communauté Arhuacos, de la même façon qu'il y a une volonté de nuire à beaucoup de communautés indigènes, parce que c'est des savoirs ancestraux qui permettent l'autonomie, et l'autonomie, ça a souvent dérangé. Et donc cette autonomie qu'ont les Arhuacos, il y a une volonté du gouvernement à diviser ces communautés. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour essayer de terminer avec ces savoirs ancestraux. La première chose, c'est que les enfants se font offrir les études. Et il faut savoir qu'en Colombie, les études sont très chères quand on veut étudier dans des universités privées. Donc les enfants, on leur offre l'université pour les sortir de leur système éducatif et pour leur apprendre des choses qui vont gentiment les connecter à une vie plus citadine. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, en parlant avec eux, ils nous disent toujours, oui, ces savoirs théoriques que nos enfants apprennent à l'université, en fait, nous, on ne peut pas leur interdire. Parce qu'en fait, eux, ils ont le pouvoir, nos enfants, de décider ce qu'ils ont envie de décider. Nous, depuis tout petit, on les dirige, mais par contre, on ne peut pas choisir pour eux. Ça fait partie de notre culture. Donc, si un enfant veut aller à l'université, il y va. Et on sait que si un enfant va à l'université, déjà, il a de fortes chances de ne plus revenir dans notre communauté. Où notre apprentissage se fait de manière vivencielle et de manière pratique. C'est vraiment une connexion à la nature et aux éléments et à cette expérience pratique. De la même façon, le gouvernement sait très bien que les Arhuacos et les communautés indigènes fonctionnent selon des règles spécifiques. Donc par exemple, ils ont un conseil où ils prennent toutes leurs décisions ensemble avec un leader qu'ils ont décidé et choisi eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une très belle histoire à ce sujet sur la construction d'un pont. J'y reviendrai peut-être plus tard. Et le gouvernement a délibérément choisi un Arhuacos. Donc en fait, ce qu'ils ont fait à la base, c'est qu'ils ont commencé à donner de l'argent aux différentes familles pour se rendre compte de qui acceptait plus facilement de l'argent. Et en fonction de ça, ils se sont rendus compte de qui était le plus vénal et ils ont décidé de choisir un leader et de mettre un leader en place. Donc la communauté s'est rencontrée avec 2 leaders. Une petite communauté élue par le gouvernement de 200 à 500 personnes et la grosse communauté entre 2000 et 6000 personnes. Et donc la petite faction a commencé à séquestrer des gens, à les kidnapper, les torturer. Et donc c'est devenu assez conflictuel. Et c'est là où on a compris toute la détresse et le risque de mettre en péril un système électoral, si on peut l'appeler comme ça, ou un système de décision communautaire et de le transformer de manière totalement différente. Ceci, pour influencer les gens, l'objectif principal du gouvernement, c'est d'infiltrer ces communautés pour les influencer et puis pour leur vendre des projets à l'encontre de l'éthique et des valeurs des Arhuacos, ce qui leur permet de commencer à exploiter les terres, de vendre les concessions d'exploitation à des entreprises, des grands groupes étrangers et de faire croire aux communautés que c'est pour leur bien et qu'il ne va y avoir aucun problème au niveau des terres et de l'écosystème et de l'équilibre. D'ailleurs, à ce sujet-là, je me rappelle très bien, William nous disait, mais tu vois, c'est très simple, on vient, on nous pique notre charbon. Déjà, on nous a piqué tout notre or avec les conquistadors. Aujourd'hui, on vient, on nous pique notre charbon, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le charbon, c'est le feu. Et le feu est en équilibre avec la neige qui est en haut des montagnes. Et si on enlève le feu, en fait, on va faire disparaître la neige parce que les deux sont en équilibre. La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est à travers cette histoire du pont. Où finalement, un jour, un mammot nous a dit, bah tu vois, quand nous on construit un pont, on met parfois 1 année à démarrer le chantier, alors que vous, occidentaux, vous mettez en place un projet, vous définissez les plans et vous construisez le tout. Et bah votre pont, il tient quelques années, 10 ans, 15 ans, le nôtre, il tient toute la vie. Pourquoi ? Parce qu'on a regardé quel est l'impact sur la nature. Est-ce qu'on crée des déséquilibres ? Est-ce que c'est pour notre bien ou est-ce que c'est pour le bien de la nature et de nous ? Et donc on prend tous ces éléments en compte et tant que tout le monde n'est pas d'accord,
on ne démarre pas ce projet. C'est pour ça que ça prend du temps, mais ça nous donne la garantie qu'il y a un respect de l'environnement et des gens autour de nous. Et je pense que ça, c'est une leçon très importante, c'est de se rendre compte que nos actes ont un impact pas seulement local, mais de manière plus importante. Donc c'est cette conscience d'essayer de faire les choses vraiment en prenant tout en compte. Et si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va à contre-sens ou qui génère un inconfort au niveau de notre cœur, et dans ce cas-là, je ne le fais pas ou je regarde qu'est-ce qui n'est pas en résonance. Donc c'est ça peut-être une des plus grandes leçons. Et bien entendu, la volonté de les aider et de contribuer à leur cause pour s'assurer qu'ils aient pleine possession de leur terre et qu'ils puissent sauvegarder ces savants ancestraux puisque ce sont nos grands frères. Vous avez écouté un podcast ADN TV, la plateforme streaming dédiée au bien-être, moins cher qu'un magazine et plus fournie qu'une encyclopédie. Retrouvez adntv.fr sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et YouTube.